Bonjour tout le monde. Pour célébrer la sortie de son nouvel album, Suzette ou le Grand Amour, je vous invite à la rencontre de Fabien Toulmé. Cette interview a été réalisée l'année dernière, pendant le confinement. Mais je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que vous aurez une petite information, un petit bonus inédit, une petite pastille, petit truc vraiment sympa. Allez, je vous laisse découvrir l'interview et bon visionnage à tous. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. De rien, c'est un plaisir, bienvenue. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Qui suis-je? Donc en fait, je suis un auteur de bande dessinée qui est relativement jeune dans la carrière, on va dire, puisque j'ai commencé en 2014, en fait, la publication de mon premier titre qui s'appelait Ce n'est pas toi que j'attendais, et dans lequel je racontais la naissance de ma seconde fille qui est née avec une trisomie non détectée. Donc, je suis relativement jeune dans la carrière, mais j'ai quand même déjà 40 ans, puisque en fait, j'ai commencé vraiment la BD tardivement. Et puis j'ai enchaîné assez rapidement sur d'autres titres. Donc, ma deuxième BD s'appelait Les Deux Vies de Baudouin. Et là est en train de se terminer une trilogie qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim. Et en fait, je suis auteur complet, c'est-à-dire que même si ça fait un peu comme si les autres étaient incomplets, mais en tout cas, ça veut dire que je fais à la fois le scénario, le dessin et souvent la couleur de mes BD, en fait. On t'a découvert donc avec ta première œuvre, Ce n'est pas toi que j'attendais. C'est une œuvre bouleversante, touchante, parce elle touche à un sujet vraiment, vraiment sensible, le désir de parentalité et le fait de se retrouver parent d'un enfant différent. Tu nous l'as dit là en présentation, tu narres ta vie. Pourquoi avoir décidé de faire une bande dessinée de ce sujet? Alors en fait, la démarche, elle était dans le sens inverse, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément immédiatement la volonté de raconter la naissance de ma fille, mais la première volonté, c'était l'envie de faire de la bande dessinée, parce que donc, comme j'ai dit, j'ai commencé la BD tardivement parce que j'ai eu une première vie professionnelle qui était pas du tout dans le domaine de la bande dessinée. Je travaillais dans le domaine de la construction. Et en fait, c'était vraiment une erreur d'aiguillage. En fait, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, puis je me suis retrouvé un peu là, comme des fois on se laisse porter par le cours des choses. Et j'étais dans ma dernière expérience professionnelle dans le domaine de la construction, en fait, me plaisait pas du tout. J'avais 29 ans et je me disais, c'est maintenant qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, parce qu'il me reste, allez, dans le meilleur des cas, 35 ans de carrière, et si je veux un peu m'amuser, il vaut mieux que j'essaye de faire vraiment ce qui me motive, c'est-à-dire de la bande dessinée. Donc, à ce moment-là, ma deuxième fille, donc, qui est porteuse d'une trisomie 21, n'est pas encore née, et je pense même qu'elle n'est pas encore conçue. Et je me dis, je vais me motiver à dessiner, à reprendre le dessin, parce que j'ai dessiné pendant ma jeunesse, en fait, puis j'ai arrêté pendant mes études et pendant mon boulot dans le domaine de la construction. Donc j'ai recommencé à dessiner, essayer d'avoir un niveau suffisant, en tout cas moins mauvais que ce que j'avais avant de m'arrêter. Et puis petit à petit, en fait, j'ai réussi à caser des histoires. Alors au début, sur Internet, il y a cette facilité d'avoir un blog ou Facebook, et donc d'avoir des retours un petit peu sur ce qu'on fait. Et puis petit à petit, en fait, de participer à des projets, toujours de façon plus ou moins amateur, mais, euh, mais en tout cas d'avoir une visibilité un peu plus importante. Et en fait, c'est à ce moment-là que on décide de rentrer en France avec ma femme. Donc moi, vraiment dans cette idée d'aller un peu plus loin dans la bande dessinée, je me suis dit, en étant en France, ce sera quand même plus simple. L'essentiel en fait du marché BD se fait en Europe, donc je me disais que c'était peut-être une meilleure idée que d'être au Brésil, un peu loin de tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que Julia est née, et je suis allé à Angoulême quelques temps après pour présenter un peu mes dessins à des éditeurs. Je n'avais pas vraiment ce projet en tête. Ça restait une vague idée, en fait, raconter cette histoire de la naissance de Julia, donc qui est née avec ce handicap non détecté pendant la grossesse. Et en allant à Angoulême pour présenter mes dessins, un éditeur de chez Delcourt qui s'appelle Yannick Lejeune
avait l'air d'apprécier ce que je faisais et on a commencé à parler un petit peu de ce que je pourrais avoir envie de raconter. Et donc, j'ai exposé cette idée et ça a plu à Yannick, le jeune. Et voilà comment les choses se sont passées, comment ça a commencé. Parce que c'est vraiment une histoire, sans la dévoiler, j'invite vraiment les gens à la lire. On passe vraiment par différents stades, en fait, entre désir, parentalité, l'acceptation. Et souvent, quand on n'a pas d'enfant porteur de ce handicap, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et c'est un beau témoignage, en fait. Est-ce que c'était aussi une volonté d'informer les gens, en fait, au-delà du regard, quand on voit des choses à l'extérieur? C'est comment est-ce qu'on peut le vivre? J'ai pas du tout. À l'époque où je l'ai fait, j'avais aucun recul sur à la fois ce que c'était de publier une bande dessinée et d'être lu, et quel message ça pouvait véhiculer. En fait, j'avais pas du tout réfléchi à ça, à la portée du truc. Moi, l'idée, en fait, était beaucoup plus basique. J'avais envie de faire de la bande dessinée. Ma fille était née depuis quelques temps déjà, donc j'avais un peu de recul et je me disais, c'est une belle histoire, en fait, parce que c'est une histoire universelle. Ça parle pas simplement de parentalité et de handicap, ça parle de l'acceptation d'un événement négatif dans sa vie et comment on s'en sert comme quelque chose qui va nous élever et comment on va apprendre de cet événement. Donc moi, j'avais pas du tout cette idée je vais parler de ça pour expliquer les choses, véhiculer un message, faire prendre conscience de telle ou telle chose. Non, moi, c'était juste, j'ai envie de faire de la BD, j'ai envie de dessiner et j'ai envie de raconter cette histoire. Et puis voilà. Après, on découvre avec le temps que déjà on est lu et puis que ça a un impact ou pas dans la vie des gens, mais ça, on ne le sait pas. Surtout quand c'est un premier livre, en fait, on ne se doute pas de l'impact éventuel qu'on peut avoir sur les lecteurs. C'est vraiment un bouquin bouleversant et touchant. L'œuvre d'ensuite, Les Deux Vies de Baudouin, moi je le qualifie souvent à la librairie comme une ode à la vie. Je dis souvent, quand on termine Les Deux Vies de Baudouin, on a juste envie d'appeler les gens, de les dire qu'on les aime, de retrouver un peu d'amour de ses proches. Je dis souvent que quand on lit Les Deux Vies de Baudouin, moi j'ai le sentiment, comme quand on finit Amélie Poulain, on a envie du meilleur dans ce monde de brut. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors en fait, Les Deux Vies de Baudouin, c'est une histoire qui est née un peu à son moment charnière où donc j'étais en train petit à petit de quitter mon premier métier pour faire de la bande dessinée parce que j'ai eu la chance que Ce n'est pas toi que j'attendais fonctionne assez bien et donc ça m'a permis petit à petit de me reconvertir. Et en fait, c'était un moment où j'avais un pied dans chacun des milieux, le milieu d'auteur de BD, le milieu d'employé lambda. Et c'était assez bizarre cette transition où, par exemple, j'allais en festival, donc il y avait cette espèce de parenthèse de plaisir où je faisais un métier qui me plaisait, et puis je retournais au boulot comme un employé normal. Et des deux côtés, en fait, j'avais des gens qui me disaient, ouais, quand même, tu as de la chance de pouvoir commencer à vivre de ta passion. J'avais beaucoup de témoignages de gens qui m'expliquaient que s'ils avaient pu, ils auraient fait autre chose que ce qu'ils faisaient en ce moment. Et forcément, moi, ça me parlait beaucoup parce que c'était vraiment, j'étais à un moment très charnière de ma vie. Et je me suis dit, pareil, que c'était une histoire, que j'avais envie de raconter ce style d'histoire, en fait, une histoire universelle sur les choix de vie et qu'est-ce qui fait que à un moment donné, même si on a envie d'être quelque chose, de travailler dans un domaine ou autre, qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de choses qui vont nous pousser à faire autre chose, que ce soit la pression sociale, familiale, celle qu'on se met à soi-même. Qu'est-ce qui fait que on va se retrouver ailleurs en fait qu'à sa place, et comment on va réussir ou pas à retourner les choses pour reprendre le cours de sa vie rêvée. Donc
donc voilà comment j'ai réfléchi à une histoire de cet ordre-là, qui serait l'histoire d'un personnage qui aurait fait une fausse route, quoi, un peu comme moi. Et puis, en fait, sur cette idée de base, j'ai commencé à élaborer un scénario qui est devenu l'histoire des deux vies de Baudouin, d'un jeune trentenaire. En fait, c'est un peu une espèce de double de moi qui, au lieu de faire de la musique comme il a toujours rêvé d'en faire quand il était gamin, est devenu juriste dans une grande entreprise où il est clairement pas épanoui. Voilà. Une question que je me suis toujours posée à la lecture de ces deux ouvrages, quand on lit les histoires, on se dit que ça ferait une très belle adaptation cinématographique. Jamais été approché pour que ce soit adapté en film ou téléfilm? Alors, si. Après, c'est le marché du cinéma, de l'adaptation, c'est quand même des processus qui sont assez longs et fragiles. Donc, sur ces deux livres, on a vécu plusieurs péripéties et c'est toujours sur des chemins longs, tortueux et difficiles. Mais l'idée, c'est peut-être qu'un jour, ça devienne une adaptation, mais rien n'est moins sûr en même temps. Ça prend du temps. Et dans un tout autre, enfin, moi je dis tout autre registre, quand on lit l'Odyssée d'Hakim, on est toujours dans la tranche de vie, mais c'est vraiment, c'est le témoignage d'un réfugié syrien, c'est quelqu'un qui existe véritablement. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre? Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi cette BD? Oui, alors donc je vais répéter un petit peu ce que je raconte au début de la BD, mais ce sera rapide. En fait, je pense comme beaucoup, je suivais l'actualité de ce qui se passait au Moyen-Orient, la crise syrienne, les migrations et en particulier les décès de migrants en mer Méditerranée. Tout ça me touchait parce que je suis quelqu'un d'ouvert, sensible et voilà. Mais j'ai pris conscience à un moment donné qu'il y avait un décalage entre ce que je pouvais ressentir vis-à-vis de ce genre d'informations dramatiques avec d'autres drames qui étaient plus proches géographiquement et en particulier le moment un peu pareil charnière par rapport à cette perception des choses, ça a été le crash d'un avion de la Germanwings en 2015. Il y a un pilote allemand dépressif qui a voulu se suicider et qui s'est suicidé en fait aux commandes de son avion et qui a suicidé en même temps tous les passagers de son vol. Et en fait, les journaux en ont beaucoup parlé. Moi, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai un peu peur de l'avion. Et en fait, en entendant cette info, j'étais vraiment horrifié, quoi. Les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, le fait que les passagers aient vu la fin arriver. Enfin, je me suis projeté dans cet avion. Et en fait, au cours d'une des éditions de journaux télévisés dans lesquels il parlait de cette information, il y a eu une petite phrase sur le nombre de morts en Méditerranée liés au phénomène migratoire dans le mois écoulé. Et les chiffres étaient comparables ou même un peu supérieurs en nombre de morts pour la crise des réfugiés. Et j'arrivais à sentir la gravité de la chose, mais en fait, il y avait, comme je disais, un décalage dans l'impact que ça générait chez moi entre ces morts de l'accident d'avion et ces morts de naufrage de canaux en Méditerranée. Et en fait, ça m'a fait poser des questions sur ma relation à la fois à l'information et aussi à ces personnes. Et je me suis dit que si je n'arrivais pas à ressentir le même impact, c'était sans doute lié à une question de proximité, de projection. En fait, j'arrivais à m'imaginer dans un avion et je me disais que probablement j'avais quand même beaucoup moins de chances de devoir fuir mon pays dans des circonstances comme ça. Et je me suis dit, justement pour gommer cette différence d'impact, je vais essayer de rencontrer quelqu'un qui aurait fui son pays et qui serait en mesure de m'expliquer son parcours pour arriver à sentir vraiment l'histoire et puis par la suite raconter ça sous forme de bande dessinée. Puis s'il y a des gens qui se posaient un peu les mêmes questions que moi par rapport à leur parcours, pouvoir leur expliquer
les choses aussi, en fait, faire vraiment le passeur d'histoire entre cette personne et le public. Donc voilà comment c'est né. Et voilà, donc je reprends le cours de l'histoire. Donc je m'interroge sur cette différence d'impact chez moi. J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui pourrait me raconter son histoire. Et je me mets en recherche d'un réfugié. J'avais pas forcément ciblé telle ou telle région du monde. C'est juste qu'à cette époque-là, la crise syrienne était vraiment plus forte et l'essentiel des migrants étaient des Syriens. Donc j'ai fini par avoir le contact d'Hakim. Je suis allé le rencontrer pour lui expliquer un petit peu ma démarche. Donc je lui ai amené des bandes dessinées que j'avais fait précédemment. Donc c'est pas toi que j'attendais, les devis de Baudouin. Et je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais raconter ton histoire sous cette forme-là, de bande dessinée. Et si tu es d'accord, bah, je vais t'interviewer. Donc au début, je lui avais parlé de quelques séances d'interview. Ça serait, dans mon esprit, c'était assez rapide. Et en fait, on s'est vu pendant 1 an et demi parce qu'il y avait énormément de choses à me raconter. Et puis ça devait être un seul tome et c'est devenu une trilogie. Donc voilà l'origine du projet. C'est vrai qu'une trilogie, quand même, pour le lecteur, je trouve que c'est vachement plus sympa parce que sur un volume, on aurait peut-être été frustré. Bah, tout dépend. Si l'histoire n'est pas terrible, on est content que ça se termine en un volume. Non, quand c'est toi qui le raconte, on n'est pas frustré en général. Bon, bah ça va alors. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs? Tu nous as dit qu'il y avait le dernier tome de l'Odyssée d'Hakim. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous annoncer, à nous qui habitons à l'île de la Réunion? Alors, j'ai 2 choses en parallèle sur lesquelles je travaille. L'une, c'est une fiction qui racontera en fait, c'est une espèce de road movie, mais je ne sais jamais si on dit road movie ou road comic, parce que c'est une bande dessinée et pas un film. Donc ça sera un road comic entre une grand-mère et sa petite fille, et ça parle d'amour et surtout de l'évolution des relations de couple en fonction des générations. Donc, je ne sais pas si je suis très doué pour pitcher. Donc, quand je raconte ça, j'ai toujours l'impression que c'est pas terrible. Mais l'idée, voilà, c'est de raconter cette relation entre la grand-mère et sa petite fille et leur relation à leur partenaire, en fait. Et tout ça au long d'un road comic qui va les emmener de France en Italie. Et le deuxième livre sur lequel je travaille, c'est un ensemble de reportages que j'ai fait et qui me reste à faire, où je suis allé rencontrer des gens dans le monde sur une thématique en fait qui les unit. En fait, ce sont 3 histoires liées par une thématique. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est ça ça sera la BD du réel, en fait, un reportage. Et le projet qui devrait suivre, normalement, dont je ne peux pas dire exactement le thème, concernera en partie la Réunion. Voilà, donc c'était un hasard, mais voilà. Oh, ça c'est une petite exclusivité, je te dis merci. Je termine toujours mes entretiens en demandant une petite chose toute simple. Est-ce que tu aurais une recommandation lecture à faire à ceux qui viendraient à la librairie La Voix des Bulles? Est-ce que tu as une lecture de BD, manga, comics qui, toi, t'a marqué énormément et que tu conseilles vivement la lecture? Oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est toujours très dur parce qu'on est obligé de remouliner toutes les choses qui nous ont marqué. Bah, c'est une BD que je cite souvent parce que en fait, j'ai eu 2 périodes en tant que lecteur dans ma vie. Je pense que ça fait ça à beaucoup de personnes. Donc, j'ai eu une période enfant-ado où j'ai gravité entre les classiques Tintin, Astérix, Lucky Luke, et puis après, une fois ado, de l'Heroic Fantasy, donc avec l'Enfeust, etc. Et puis, j'ai une coupure de bande dessinée qui s'est étirée en gros de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 27 ans. Donc c'est assez long. Et en fait, j'ai redécouvert la bande dessinée quand j'étais au Brésil, et à une époque où la bande dessinée brésilienne n'était pas très
n'était pas très développé, il n'y avait pas énormément d'importations. Donc, j'ai d'abord été rechercher des auteurs brésiliens un peu de référence. Et donc, il y a une bande dessinée qui m'a beaucoup marqué et qui a d'ailleurs un peu influencé mon début de réapprentissage du dessin qui s'appelle, je ne sais pas le nom en français de la bande dessinée. En portugais, ça s'appelle Histórias Gerais. Ça veut dire les histoires générales. Et l'auteur, c'est Flávio Colin. Donc, je vais donner 2 recommandations. Donc, celle-là qui, en fait, raconte des histoires un peu de l'intérieur du Brésil, donc des histoires liées ce qu'on appelle les cangaceiros, c'est un peu les cow-boys brésiliens, mais sur un fond beaucoup plus de psychologie que d'aventure, avec un trait qui est noir et blanc et qui peut être un mélange de Hugo Pratt avec Hergé, approximativement. Après, je te laisserai aller chercher sur Internet ce titre-là. Je ne sais pas s'il a été traduit. Et la deuxième BD qui est un peu dans la même idée que j'ai redécouvert la bande dessinée à un âge avancé, ça serait Le photographe. Puisqu'en fait, c'est la première fois que je lisais de la BD qui me mêlait de la photo. Et je trouvais que l'un donnait de la puissance à l'autre, en fait. Le fait de lire de la bande dessinée et de tomber sur des photos, ça mettait en relief et l'un et l'autre des médiums. Donc, je trouvais ça assez puissant. Et c'était à cette époque-là aussi, j'avais lu assez peu de bandes dessinées du réel. Et ça m'avait aussi beaucoup marqué, en fait, cette lecture. Donc, voilà les deux conseils que j'aurais. Eh bien, merci beaucoup, Fabien, de nous avoir accordé du temps pour cet entretien. Eh bien, de rien. Merci, on te souhaite une bonne continuation. Merci. Et on espère bientôt lire le plus rapidement possible cet album sur La Réunion. Ça va prendre un peu de temps encore, mais je vais essayer d'aller vite. Merci beaucoup. Merci, à une prochaine. Salut. À une prochaine. À la rencontre de Fabien Toulmé, je ne peux que vous inviter à lire l'un de ses ouvrages, que ce soit Les Deux Vies de Baudouin, L'Odyssée d'Hakim, Ce n'est pas toi que j'attendais ou Sa nouveauté, Suzette ou Le Grand Amour. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle découverte, une bonne journée et belle lecture à vous. On se retrouve bientôt. Ciao, bye bye.